Bienvenue sur Agora. Imaginez un monde où les êtres vivants ne sont pas constitués de carbone, mais de silicium. C'est une idée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais aujourd'hui, nous allons explorer la possibilité fascinante que la vie extraterrestre puisse être basée sur le silicium plutôt que le carbone. Mais avant d'explorer cette théorie intrigante, il sera brièvement question de la nature du carbone, l'élément fondamental de toute forme de vie sur Terre. Souvent éclipsé par l'eau lorsque nous tentons de comprendre l'origine de la vie, le carbone est pourtant le fragment chimique le plus crucial, présent dans tous les organismes vivants, des plus petits micro-organismes aux plus grands mammifères. Mais que se passerait-il si d'autres éléments, comme le silicium, pouvaient jouer un rôle similaire dans la formation de la vie ? Présent dans tous les organismes vivants, des plus petits micro-organismes aux plus grands mammifères. Mais que se passerait-il si d'autres éléments, comme le silicium, pouvaient jouer un rôle similaire dans la formation de la vie ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les dernières avancées scientifiques qui pourraient changer notre vision de la vie dans l'univers. Une odyssée du carbone dans l'origine de la vie et l'industrie moderne. Obnubilé le plus souvent par l'eau dès qu'on cherche à comprendre l'origine de la vie, on en oublie, c'est vrai, l'élément chimique qui lui est encore plus indispensable. Le carbone. Le carbone est un élément essentiel à la vie sur Terre, présent dans tous les organismes vivants, des insectes aux mammifères, ainsi que dans les plantes et leurs molécules. Il constitue nos organes, nos cheveux et notre peau. Et aucun micro-organisme ou virus n'en est dépourvu. Non seulement crucial pour la vie, le carbone est également au cœur de la chimie organique moderne, utilisée dans les médicaments, les solvants, les carburants et les plastiques omniprésents dans notre quotidien. Le carbone se forme au cœur des étoiles avant d'être répandu dans l'espace sous forme de poussières interstellaires, participant ainsi à la création de corps célestes habitables comme la Terre et à l'émergence de la vie. Sur notre planète, bien que moins abondant que d'autres éléments comme le silicium, l'oxygène ou le fer, il est présent dans diverses formes. Depuis les êtres vivants au carbone fossile, en passant par les roches et les sédiments, sa quantité totale reste constante, mais sa répartition entre les êtres vivants, le sol, les océans et l'atmosphère évolue au fil du temps. Le cycle du carbone est essentiel pour la vie sur Terre, de la photosynthèse des végétaux à la décomposition des êtres vivants, en passant par son utilisation dans l'industrie et la production d'énergie. Avec près de 10 millions de composés organiques connus, l'élément, c'est au cœur de nombreuses activités humaines et naturelles, de la fabrication de matières organiques à la synthèse en laboratoire. Le carbone possède des caractéristiques uniques qui en font un élément vital pour la vie sur Terre et un outil précieux pour les chimistes. En effet, sa capacité à former jusqu'à 4 liaisons distinctes avec d'autres atomes lui permet de créer une variété impressionnante de molécules aux propriétés uniques. Aussi, grâce à sa capacité de caténation, c'est un élément qui peut même se lier à lui-même pour former des structures complexes, comme on le voit dans les lipides, les polysaccharides naturels ou les nanotubes de carbone synthétique. Cette capacité est également exploitée dans la production de polymères largement utilisés aujourd'hui. C'est pourquoi le carbone est souvent considéré comme le roi des éléments chimiques, étant indispensable à la formation de nombreuses molécules et matériaux polymères essentiels à la vie et à l'industrie moderne. Les principales sources de carbone sont les ressources végétales, les ressources fossiles et le dioxyde de carbone. Les ressources végétales contiennent du carbone associé à d'autres atomes dans des molécules hautement structurées, telles que la chitine, la cellulose et les pectines, qui sont des biopolymères essentiels. La préservation de ces structures carbonées complexes est recommandée par la communauté scientifique pour la conception de nouveaux matériaux. En revanche, les ressources fossiles, riches en carbone, contiennent souvent des hydrocarbures peu fonctionnalisés avec de petites masses moléculaires. La conception de polymères à partir de ressources fossiles repose sur la construction progressive de molécules de plus en plus complexes pour répondre à des besoins spécifiques. Le dioxyde de carbone est une troisième source de carbone, servant à former de nouveaux polymères ou à concevoir de nouveaux monomères. Cependant, en raison de sa faible réactivité, des stratégies spécifiques, telles que l'activation catalytique, sont nécessaires. La capture du dioxyde de carbone dans l'atmosphère représente également un défi scientifique à relever. Et c'est justement à ce niveau que le silicium, l'élément chimique de la vidéo de ce jour, entre en jeu. Le silicium, un élément clé entre terre et technologie. Le silicium, représenté par le symbole Si, n'appartient pas à la famille des métaux. Pourtant, en raison de son aspect métallique et de son utilisation fréquente dans les alliages d'aluminium, il est souvent désigné sous le nom de silicium métal lorsque sa pureté dépasse 96%. Bien qu'il soit peu conducteur d'électricité, il est classé parmi les métalloïdes aux côtés du bore, du germanium, de l'arsenic de l'antimoine et du tellure.
Ce qui distingue le silicium des autres métalloïdes, c'est son abondance géologique. En effet, il est le troisième élément le plus abondant dans le globe terrestre et le deuxième élément le plus répandu dans la croûte terrestre. Cependant, il est rare de le trouver sous forme pure en raison de sa forte réactivité avec l'oxygène. En association avec ce dernier, le silicium forme l'ion tétraédrique SiO4, constituant de base des minéraux de la famille des silicates, qui représentent près de 97% de la croûte terrestre. L'extraction de ces matériaux, principalement du quartz, représente une part importante de l'activité minière, avec environ 35 à 40 gigatonnes extraites du sol terrestre en 2017. Cela dépasse de 3 fois l'extraction totale des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, observée la même année. Bien que ces matériaux soient largement utilisés dans la construction, une grande partie reste non transformée en silicium métal, avec seulement une fraction infime étant transformée chaque année. L'élément silicium joue également un rôle majeur dans la technosphère. Associé à d'autres éléments tels que l'oxygène, le fer, le calcium, le manganèse, le carbone ou l'hydrogène, le silicium peut former une large gamme de matériaux, allant du verre, silice CO2, aux alliages métalliques, ferrosilicium Fe, silicocalcium Ca, silicomanganèse CMN, en passant par les silicones CO, les céramiques, carbure de silicium SiC, nitrure de silicium Si3N4 et les gaz silane, SiNH2N+2. En 2019, la consommation mondiale de silicium métal s'est élevée à environ 3 millions de tonnes, représentant un marché d'environ 7 milliards de dollars américains. Les principaux secteurs d'utilisation du silicium métal comprennent les alliages d'aluminium, les silicones, l'énergie solaire et la microélectronique. Dans le domaine des alliages d'aluminium, le silicium métal est utilisé pour améliorer la coulabilité et réduire le coefficient de dilatation thermique. Les alliages AlSi sont largement utilisés dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aviation, le transport maritime, le bâtiment, les équipements ménagers, les câbles électriques et les emballages. Ils sont généralement fabriqués à partir de silicium métal de qualité métallurgique, également appelé Mg, avec une pureté atteignant près de 99%. Les silicones, des polymères composés de chaînes CO, offrent une grande variété de textures, telles que l'huile, le gel, la résine et la gomme. Pour leur fabrication, on utilise généralement du silicium métal d'une pureté inférieure à 99,9% ou 3N, qui est transformé en gaz diméthyldichlorosilane. Dans les cellules photovoltaïques au silicium, qu'elles soient polycristallines, monocristallines ou amorphes, les propriétés semi-conductrices du silicium permettent l'effet photoélectrique nécessaire à la production d'électricité. Pour les cellules cristallines, le silicium métal est affiné pour atteindre une pureté allant de 99,99 pour 199,99%, 6N, à 99,99% N correspondant à la qualité solaire, également appelée SOG pour solar grade. Après l'affinage, le silicium métal se trouve dans un état polycristallin de haute pureté, appelé polysilicium. Il subit ensuite plusieurs traitements, dont une recristallisation en lingots, une découpe en plaquettes et une phase de dopage avant de pouvoir être utilisé dans la fabrication d'une cellule photovoltaïque. En revanche, pour les cellules au silicium amorphe, le silicium sous forme de gaz silane est déposé directement en phase vapeur par plasma. Dans le domaine de la microélectronique, ce sont également les propriétés semi-conductrices du silicium qui permettent le fonctionnement des circuits intégrés, ainsi que le stockage et la transmission d'informations. Le polysilicium est affiné à un niveau de pureté extrême allant de 10N à 13N, correspondant à la qualité EG pour Electronic Grade, avant d'être recristallisé sous forme d'un monocristal cylindrique de très haute précision. Ensuite, le lingot est découpé en plaquettes ou wafers avant de subir de nombreux traitements physico-chimiques supplémentaires nécessaires à l'obtention des composants finaux. Les secteurs d'utilisation du silicium métal connaîtront tous une tendance robuste de développement dans les années à venir. Avant la pandémie de Covid-19, le cabinet d'intelligence économique CRU envisageait une croissance annuelle de la consommation de silicium métal à 4,5% sur les 5 prochaines années. La pandémie ne devrait pas remettre en question la croissance du marché à moyen terme, d'autant que le silicium est considéré comme un élément très prometteur pour remplacer tout ou partie du graphite dans les anodes des batteries Li-ion, ce qui améliorerait grandement leur densité de charge. Quand la vie exploite l'inattendu, des liaisons carbone-silicium créées par une bactérie, imaginez-vous que des biologistes ont réussi à induire une bactérie à établir des liaisons chimiques entre des atomes de carbone et de silicium, simplement en manipulant un cytochrome C par évolution dirigée.
Une avancée qui, au premier abord, pourrait sembler anecdotique, voire incompréhensible, mais qui ouvre en réalité la porte à des possibilités fascinantes. Cette découverte, en quelque sorte orchestrée par la bactérie elle-même, suscite l'enthousiasme des chercheurs, qui envisagent déjà de nouvelles perspectives en chimie biologique, voire même la recherche de vie extraterrestre dans des environnements variés. Comme si nous étions sur le point de réaliser un épisode de Star Trek. Bien que les chimistes connaissent depuis longtemps les liaisons entre le carbone et le silicium, utilisées dans divers domaines, comme la production de carbure de silicium, les circuits électroniques ou les huiles de silicone, la nature a curieusement préféré le carbone pour construire ces grandes molécules. C'est une préférence intrigante qui rend cette récente avancée biologique d'autant plus fascinante. Le silicium, tout comme le carbone, est tétravalent, ce qui signifie qu'il peut former 4 liaisons distinctes, donnant naissance à des molécules complexes aux propriétés tridimensionnelles. Cependant, la chimie du silicium est moins riche que celle du carbone, en raison de sa moindre charge en électrons, et la vie sur Terre a clairement exprimé sa préférence pour le carbone. Malgré leur importance économique, les composés carbone-silicium sont généralement produits par des synthèses chimiques. Cependant, 4 chercheurs du Caltech, Jennifer Kahn, Russell Lewis, Kai Chen et Frances Arnold ont eu l'idée audacieuse de déléguer cette tâche à une cellule vivante, bien que jusqu'à présent aucune ne soit capable de réaliser une telle prouesse sur Terre. Et pourtant, ils ont réussi. Ces biologistes ont partagé leurs découvertes dans un communiqué accompagné d'une vidéo en anglais et ont détaillé leurs résultats dans la revue Science. Leur attention s'est portée sur Rhodothermus marinus, une bactérie qui prospère dans les eaux chaudes des geysers islandais. Elle héberge une petite protéine, le cytochrome C, présent chez tous les organismes respirants, chargé de transporter des électrons. Intrigués par la capacité potentielle de cette protéine à catalyser des réactions menant à la formation de liaisons CSI, les chercheurs ont utilisé la méthode de l'évolution dirigée, développée par Frances Arnold. Ils ont induit des mutations dans le gène codant pour cette protéine, sélectionnant ensuite les bactéries résultantes dont la fonction semblait plus efficace. Après seulement 3 cycles, leur souche de R. marinus produisait une enzyme capable de catalyser les liaisons C, si 15 fois mieux que le meilleur catalyseur chimique. Cette bactérie a ainsi acquis une nouvelle fonction, jusqu'alors inexistante dans la nature. Pour l'industrie chimique, c'est une opportunité d'explorer de nouvelles méthodes pour synthétiser des composés carbone-silicium inédits. Du point de vue de l'exobiologie, cette découverte est fascinante, évoquant les réflexions de Carl Sagan sur le chauvinisme du carbone en 1973. En imaginant des scénarios tels que ceux présentés dans Star Trek, où la vie repose sur le silicium chez certaines créatures extraterrestres, cette découverte nous invite à repenser nos préconceptions sur les conditions nécessaires à l'émergence de la vie et à envisager des formes de vie adaptées à des environnements bien différents de ceux que nous connaissons sur Terre. À la recherche de signes de vie, la présence de soufre sur l'exoplanète K2-18b ouvre de nouvelles perspectives. La NASA a suscité un grand enthousiasme en annonçant la possible découverte de la molécule sulfure de diméthyl DMS. La trouvaille a été faite sur l'exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lion. Cette planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, offrant potentiellement des conditions propices à la vie. La découverte a été rendue possible grâce au télescope spatial James Webb de la NASA, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la quête de la vie extraterrestre. La présence de DMS, une molécule légère contenant du soufre, est significative car elle est généralement produite par des organismes vivants sur Terre, en particulier par le phytoplancton dans les océans. De plus, la présence confirmée de molécules carbonées telles que le méthane et le dioxyde de carbone suggère que K2-18b pourrait être classée comme une exoplanète icéane, caractérisée par une atmosphère riche en hydrogène et une surface couverte d'eau. L'abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que l'absence d'ammoniac, renforce l'hypothèse selon laquelle cette exoplanète pourrait avoir un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène, des conditions favorables à l'émergence potentielle de la vie extraterrestre. Niku Madhusudhan, astronome à l'université de Cambridge, souligne l'importance d'explorer une diversité d'environnements habitables dans la recherche de vie ailleurs. Il met en avant les opportunités offertes par les mondes icéanes, plus grands pour observer leur atmosphère, contrairement à la recherche traditionnelle qui se concentre principalement sur les petites planètes rocheuses. Cependant, malgré ces découvertes encourageantes, la NASA insiste sur la nécessité de poursuivre les recherches avant de pouvoir affirmer avec certitude que K2-18b abrite effectivement la vie.
Savas Constantinou, membre de l'équipe de l'université de Cambridge, souligne que les résultats actuels reposent sur seulement 2 observations de cette exoplanète. Et de nombreuses autres sont en cours. De son côté, Nikou Madhusudhan exprime l'ambition ultime de son équipe, identifier la vie sur une exoplanète habitable, une avancée qui révolutionnerait notre compréhension de notre place dans l'univers. Il conclut en affirmant que les résultats actuels représentent une étape prometteuse vers une meilleure compréhension des mondes Hycean dans le cadre de cette quête scientifique passionnante. Et nous voilà à la fin. Dans cette quête pour comprendre les secrets de la vie dans l'univers, nous avons exploré le rôle crucial du carbone dans la formation de la vie sur Terre, ainsi que les avancées récentes qui remettent en question cette compréhension traditionnelle de la chimie biologique. De la découverte de bactéries capables de former des liaisons entre le carbone et le silicium à l'exploration des exoplanètes potentiellement habitables, nous avons effleuré la surface d'un domaine de recherche aussi vaste que passionnant. Bien que nous soyons encore loin de comprendre entièrement les mystères de la vie dans l'univers, chaque découverte nous rapproche un peu plus de cette réponse fondamentale: sommes-nous seuls dans l'univers ? En continuant à pousser les limites de la science et de l'exploration spatiale, nous nous rapprochons peut-être un jour de la réponse à cette question séculaire. En attendant, gardons l'esprit ouvert et continuons à explorer les merveilles de l'univers qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure scientifique. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager autour de vous. À bientôt.